Pour vous présenter donc Philippe Boinard, Philippe il est artiste, programmeur, diplômé en philosophie et en littérature à la Sorbonne. Le travail de Philippe Boinard porte sur la liaison entre les mots et les situations réelles, aussi bien urbaines que festives, économiques et politiques. Il développe une pièce que vous avez peut-être vue dans des festivals d'art numérique, qui est le Photomaton. Qui a été exposé un peu partout. Donc voilà, il s'intéresse vraiment sur la relation entre texte et art numérique. Et Philippe Boinard est également donc co-directeur du centre Database à Angoulême. Donc je vous laisse visionner sa présentation. Bonjour, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être là aujourd'hui. Donc j'ai transmis cette vidéo à Vincent Sicilato pour la conférence. Je suis en création actuellement sur La Rochelle pour Alpha Lab que je crée avec Maud Bretenoux et Hortense Gauthier et nous avons pris un peu de retard et je ne peux pas être là. Donc cette conférence porte sur le visage de la cybernétique. Quand je dis visage de la cybernétique, c'est bien évidemment le visage produit par la cybernétique et c'est à la fois bien évidemment ce que peut être la figure de la cybernétique actuellement par l'intelligence artificielle et le big data. J'aimerais commencer tout d'abord par Heidegger et ce qu'il dit dans le dépassement des métaphysiques, qui a été écrit entre 1936 et 1946. Dans le dépassement des métaphysiques, il travaille sur l'oubli de l'être. Alors sans entrer dans le détail, parce qu'il ne s'agit pas de cette question, l'oubli de l'être, c'est comment à partir d'emblée de Platon, d'Aristote, on va travailler sur les temps, c'est-à-dire la choséité des éléments, des choses, des corps, des matérialités, et non pas l'être, effectivement, de ce que peut être l'être de la nature, l'être des choses. La choséité, c'est-à-dire la matérialité, la substantialité, c'est la substance, Lucia, qui va dominer, effectivement, par rapport au discours de l'être, qu'on voit chez Parménide et Einstein. Il dit que cet oubli de l'être se pose, effectivement, par rapport à la volonté d'une connaissance sans reste de l'homme. Je cite, « L'achèvement de la métaphysique commence avec la métaphysique hegelienne du savoir absolu entendu comme esprit de volonté. » Ce qui signifie que c'est le savoir absolu, c'est-à-dire comment on peut objectiver, réifier, calculer à un moment donné ce que peut être l'être des choses et non pas rester dans ce suspens de l'être. C'est-à-dire les temps, la matérialité, bien évidemment, peut être calculable. Par contre, l'être, peut-être, s'échappe. On reverra ça en fin de conférence. Il dit ensuite que la métaphysique trouve sa résolution dans l'essence de la technique, c'est-à-dire que l'oubli de l'être, c'est l'essence de la technique, donc le Göstel. Je cite, « Nous prenons ici la technique en un sens si essentiel qu'il équivaut à celui de la métaphysique achevée. » La technique, donc il voit dans la question de la technique, c'est bien évidemment ce qui ne répond pas de l'instrumentalité. Il ne s'agit pas ici de réfléchir sur des médiations technologiques, sur des outils. La technique, c'est l'arraisonnement. Donc le Göstel. L'arraisonnement, c'est de prendre chaque chose, de l'objectiver et d'en faire un pour l'usage. C'est-à-dire mettre en stock pour un usage. Et il le dit dans le dépassement de la métaphysique, même l'homme, bien évidemment, à un moment donné, devient cette matière première à l'usage de la technique. L'homme est une matière qui va être utilisée, usée, abusée, parce qu'on croit la connaître dans les processus techniques. Ce qui l'amène
à ceci, c'est que l'essence de la technique se dévoile dans le calcul absolu de toute chose en tant qu'obéissant à la cybernétique. On trouve dans les cahiers de Lerne sur l'art et la cybernétique, effectivement, ce rapport, c'est que la technique aboutit à la cybernétique. La cybernétique, il le rappelle, avec Kubernetes, Kubernetes, donc l'étymologie grecque, c'est le processus de guidage. Donc par le calcul, c'est-à-dire que chaque chose va être pris comme un élément, un élément dont je peux avoir une connaissance, un certain nombre de fonctions, et ces fonctions permettent de calculer, de guider le processus de cet élément. Et l'homme lui-même, effectivement, apparaît comme cette chose qu'on peut être guidé. Là où on va quitter Heidegger et mettre en question, effectivement, cette question, le dépassement de la métaphysique, c'est la cybernétique, c'est Lévinas. Bien évidemment, la métaphysique de Lévinas, et Jacques Derrida, dans l'écriture à la différence, et violence et métaphysique, l'a très bien dit, c'est la question du visage, qui est à la fois l'autre, dans l'hospitalité, et à la fois et dans l'hostilité, hein, cet autre-là. Qu'est-ce que c'est être en relation au visage de l'autre? Si on considère cette question à partir de Heidegger, on s'aperçoit que, bien évidemment, le visage est passé du visage à la figure, et même défiguré. Défiguré au sens, il n'est plus que figuré selon un calcul. L'autre répond de cette question-là, c'est-à-dire d'un ensemble de fonctions que je peux remplacer. Bien sûr, on peut prendre, si l'autre n'est qu'un ensemble de fonctions, on peut prendre la place de l'autre. Le visage de l'autre va devenir un identifiant, un ensemble de données que je peux calculer. Et là, on connaît la physiognomonie du 19e siècle, hein, qui a déjà travaillé là-dessus, c'est-à-dire sur la prédétermination comportementale d'un individu à partir de son visage. Et donc, de là, on passe de cet infini que pose Lévinas, donc de cette distance entre deux regards, entre deux visages, à quelque chose qui est justement le fini. L'autre est cet être fini que je peux prendre dans un certain nombre de fonctions, de calcul d'intérêt, et qui peuvent peut-être être anticipables. Et c'est là où la question de la cybernétique nous intéresse. C'est-à-dire que si on prend Wiener et après David Aurel, par exemple David Aurel dans la cybernétique et l'être humain, publié dans les années 50, on s'aperçoit que David Aurel le dit par rapport à l'équation cartésienne du libre arbitre, il ne reste pratiquement plus de libre arbitre. Autrui, l'autre, l'être humain, peut être calculé et calculable selon des principes cybernétiques. On peut s'en saisir. Dès lors, si nous sommes dans une époque où la biométrie, l'intelligence artificielle qui est liée au big data, travaille sur le problème de l'identification, de la saisie de ce que peut être l'altérité de l'être humain, donc sa différence selon un principe de probabilité et de calcul, que reste-t-il du visage? Voilà ce qui nous intéresse. Donc la première partie, c'est voilà, le règne biométrique, la saisie du visage. On pourrait commencer sur d'abord ce qui fonde pour nous une forme de mythologie. Cette forme de mythologie, j'aimerais l'ancrer donc sur une culture pop, par exemple de films ou de littérature. On pourrait dire que il y a une époque, on n'avait pas les algorithmes, et par contre, en attente des algorithmes, on a projeté des choses. Je vous propose de regarder un extrait de Minority Report. Quand on voit cet extrait de Minority Report, on s'aperçoit que le personnage principal, Tom Cruise, arrive et il est reconnu par son visage, ses goûts sont déterminés. C'est-à-dire que dès les années 90, nous avons déjà cette conscience que le processus du capitalisme
dans son usage de l'individu, donc l'être humain comme matière première, comme pouvait le dire Heidegger, donc dès le dépassement de la métaphysique, donc dans les années 40, l'être humain, effectivement, donne une identité. Cette identité est reliée à un certain nombre de déterminismes, et donc on va lui proposer un produit. C'est exactement la scène que nous voyons de Minority Report. Si nous passons à une période plus récente, par exemple dans Black Mirror, donc l'épisode 1 de la saison 3, réalisé par The Wright, donc cet épisode est très connu et c'est un des meilleurs de la saison 3, puisque c'est une saison qui a été reprise par Netflix. Et donc on a perdu un côté très cru, très froid que nous pouvions avoir auparavant. On s'aperçoit que chaque personne qu'on va rencontrer, chaque service, on va l'identifier. Et là, c'est intéressant, c'est que on a quelque chose qui est antérieur à la sortie de l'iPhone X. Et donc, les dernières formes d'iOS qui sont fondées sur la réalité augmentée et l'analyse vectorielle du réel, et ben on a déjà ça dans Black Mirror, c'est-à-dire que chaque individu, on le prend par la caméra et on va déterminer effectivement, on va lui donner une note, on donne une note, c'est-à-dire que c'est une espèce de démocratie directe où chaque personne, d'un coup on va lui donner des notes, on va le juger. Et là ça passe effectivement donc par une reconnaissance biométrique très symptomatique quand on voit donc la résolution de cet épisode 1 de la saison 3, le personnage principal se retrouve en prison, a perdu tous ses points, n'a plus de notoriété dans le réseau, et d'un coup découvre une vie affectuelle, d'affect, en dehors de toute forme, effectivement, de pression de système. Si on prend The Circle, donc un film sorti en 2017, où on est ça prône avec Emma Watson, ça prône l'ère de la transparence, etc. On revoit encore cette ère de la biométrie, déterminer, reconnaître les visages, les suivre, pouvoir en saisir chaque trajet. On voit effectivement qu'il y a toute une mythologie qui s'est développée à partir des années 90 sur ce que pourrait être à un moment donné une saisissabilité de l'individu par son visage comme un identifiant, c'est-à-dire non pas comme un être, c'est-à-dire comme cet infini, cette injonction infinie qui fait que je ne peux clore à un moment donné la question d'identité, mais comme à un moment donné une matérialité que je peux saisir et dont je peux trouver un certain nombre de critères. Tout ce que je viens de donner d'un point de vue des mythes, bien évidemment, se retrouve dans ces dernières années. Si on prend à partir de 2015 le projet qu'a fait Microsoft, notamment, et puis ce qui a été développé après en C++, en tant que framework, c'est la capacité de la reconnaissance faciale et d'en arriver à l'emotional recognition. La reconnaissance faciale, tel que ça a été fait avec les réseaux de neurones et tous les principes de convolution, c'est cette possibilité, c'est l'image que vous avez, effectivement des machine learning qui utilisent le Deep Neural Networks, c'est à un moment donné de pouvoir abstraire des parties d'une image, de les analyser, de les comparer, donc Big Data, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de sources pour pouvoir paramétrer à partir de ce qui a été tagué, c'est-à-dire déterminer en amont certaines formes d'expression, d'expressivité. On voit parfaitement ça dans l'emotional recognition de Microsoft, où on voit les catégories anger, contempt, disgust, fear, happiness, neutral, sadness, surprise. C'est un algorithme qui, par un principe de convolution de neurones d'analyse, permet effectivement d'analyser parfaitement les traits expressifs du visage, c'est-à-dire de déterminer
en présence, dans le temps réel, à partir d'une banque de données qui a été constituée, qui a servi à l'apprentissage, donc le deep learning, quelle est l'expressivité d'un visage, et de là de voir effectivement et d'analyser peut-être, tel que ça a été fait dans le métro, par exemple à Londres, ou à Paris, c'est testé depuis l'année dernière, des comportements effectivement subversifs qu'on devrait arrêter. Hein. Ce qui mène, et là ça devient très intéressant, c'est-à-dire non plus de partir d'une image réelle, mais de partir aussi d'images totalement abstraites, telles que vous voyez dans la représentation, c'est-à-dire d'un ensemble de pixels, de pouvoir reconstituer a posteriori le visage de la personne, c'est-à-dire que par comparaison effectivement sur des matrices de pixels, nous pouvons, donc pas matrice de pixels très grosse, hein, très abstraite, nous pouvons reconstituer par comparaison avec des visages humains qui ont été saisis par un deep learning ce qu'est le visage des individus. Cela nous mène bien évidemment un certain nombre d'œuvres emblématiques au niveau de l'art numérique, c'est-à-dire qui nous permettent à un moment donné de comprendre ces processus, non plus selon, bien sûr, la logique de l'État, du contrôle, du pouvoir économique, du pouvoir juridique, mais comme le dit Alain Badiou dans Rhapsodie pour le théâtre, l'art fait l'état de l'État. C'est-à-dire interroge à un moment donné ce que peut être la logique cachée, invisible, inapparente, stratégique, des pouvoirs politiques, économiques ou sociologiques, et en dévoiler la nature. Dans ce que vous voyez ici de Mannix Dönitz, physiognomique Scrutinizer, qui a été fait en 2008-2009, il propose aux personnes de passer dans un portique d'aéroport où il y a une analyse biométrique, et ici par caméra du visage, par une matrice relativement simple quand même, du nombre de carrés de pixels. Et d'un coup, nous sommes reconnus par rapport à une base de données qu'il a fait, effectivement, et nous voyons notre identité, en tout cas notre identité abstraite de réseau, apparaître. Ce qu'il pose ici, Mannix Dönitz, c'est en quel sens, à un moment donné, chaque passage, c'est-à-dire le trajet, la translation, n'est plus de l'ordre de l'anonyme, du nomade. Et là, on pourrait revenir sur ce que disait Gilles Deleuze et Félix Guattari, sur la question du nomade dans Mille plateaux, qui est une forme de résistance, hein, dans les devenir résistances qu'il pose. Le nomade est une figure. Le nomade ne peut plus être une figure à partir du moment où il est à longueur de temps scripté, hein, par toutes ces procédures, il est scripté, reconnu en banque de données, et on peut le saisir dans tout son trajet. Nombre de fictions, Windows, un film fabuleux, qui a été fait où on suit à longueur de temps sur un écran d'ordinateur effectivement tout ce que peut être le suspense diégétique, travaille là-dessus, c'est-à-dire la reconnaissance faciale actuelle telle qu'elle est développée, fait que très bientôt, c'est-à-dire dans un futur contemporain, non pas un futur proche, le futur contemporain, nous serons des êtres entièrement traçables et suivables, non pas parce qu'on a une carte de crédit ou un smartphone, mais parce que nous avons un visage. Notre visage deviendra notre identifiant. C'est pour ça qu'il y a autant de travail qui sont faits par Windows, Apple, etc., sur la question du visage. Hein. Donc, autre œuvre de Mannix Dönitz qu'il a faite en plus petit, qui est sur le même process, effectivement, qui s'appelle Mirror Pace. Donc là, cette fois, c'est entre 2010 et 2011, forme plus réduite, sans portique, où nous voyons notre équivalent trouvé sur le réseau apparaître. Avec Lucille Calmel, c'était en 2012, nous avons eu cette question
sur qu'est-ce que c'est à un moment donné, effectivement, saisir un individu. Donc j'avais fait peu de temps auparavant à l'invitation d'Infraction une pièce qui s'appelait les zones de déportation commerciale, où les individus sur un marché, je prenais leurs photos, je l'analysais, ils devenaient objets de commerce. Avec Lucie Calmel, à partir de la question de ce que pouvait être la zone de quarantaine dans les aéroports, nous avons eu l'idée de prendre par un capteur biométrique, donc celui de la chaleur et donc de la température du corps, les individus, et s'ils dépassaient une certaine température, ils étaient photographiés, transformés en portraits robots et renvoyés directement sur le net. Et pendant 40 jours, zone de quarantaine, leur portrait était visible et au bout de 40 jours, ils disparaissaient de la base de données. Donc nous étions sur cette même problématique, c'est-à-dire comment le visage devient un identifiant, une matérialité, où nous ne voyons plus la question de l'humain, mais nous percevons quelque chose qui est de l'ordre d'un coup, effectivement, simplement d'un élément matériel que nous avons à disposition. Sur ce type de travail, Raphaël Lozano-Heymer, dans un Level of Confidence en 2015, montre parfaitement et à la fois d'une façon très intelligente et à la fois critique ce processus. Dans Level of Confidence, donc c'est un projet destiné à commémorer l'événement massif des 43 élèves de l'école d'Ayotzinapa, Normalista d'Iguala, à Guerrero, au Mexique, qui ont été enlevés. Chaque personne qui passe devant l'écran, comme vous pouvez le voir sur les images, va être analysée par une reconnaissance faciale et on va chercher dans la banque de données, effectivement, si ce ne sont pas une des personnes qui ont été enlevées. Donc, bien évidemment, il montre un côté très positif, Raphaël Lozano-Heymer, de ce que peut être le processus à un moment donné d'usage du visage. Mais il montre aussi l'hérésie, parce que bien évidemment, toute personne qui passe dans ce dispositif n'est pas la personne qui a été enlevée. Hein. Au niveau de l'emotional recognition, c'est Grégory Chatonsky en 2015 qui fait une très belle pièce sur Vertigo. Donc il a beaucoup travaillé sur Vertigo, hein, il a travaillé sur le baiser. Je suis moi très heureux parce que je lui ai acheté une sculpture 3D sur le baiser de Vertigo, un 360 degrés entre James Stewart et Kim Novak, qui est merveilleux. Et il a repris la question de Vertigo de Hitchcock, hein, qui est un des films les plus fabuleux, hein, des années 50, et il a mis l'algorithme de Microsoft d'Emotional Recognition à l'œuvre pour avoir une précognition des affects des personnages. L'image que vous voyez entre James Stewart et Kim Novak donc donne quelque chose qui est de l'ordre de ce que pourrait être l'analyse de leurs émotions dans le film. On voit parfaitement que toute cette logique, on arrive à un moment donné, effectivement, aux techniques d'identification, hein, comme le dit Gérard Dubé, hein, dans Nouvelles techniques d'identification, nouveaux pouvoirs, le cas de la biométrie. La biométrie ouvre énormément de chemins vers la maîtrise de l'individu, son aliénation, une forme de précognition à la Minority Report, et qui entraîne la disparition de l'être de l'individu pour la conservation simplement de son état. On serait chosifié. Nos expressions ne seraient plus effectivement que des statuts, au sens d'un statut dans un réseau social sur lequel nous pouvons travailler. Et donc il y aurait une disparition hein, de cette spontanéité, de cette singularité, de ce visage au profit de la figure. Bien évidemment, et c'est ma seconde partie, il y a des formes de résistance. Les résistances, elles ont été posées il y a très longtemps, par exemple dans le cyberpunk, par des gens comme Philippe K. Dick. Hein. Et là, je fais référence au film où il y a Keanu Reeves, Scanner Darkly. Donc à la fin des années 90, avec le premier effet Toon en GLSL donné par
Pixar, où, comme vous le voyez dans la séquence, effectivement, Philip K. Dick, donc c'est Substance Mort, hein, Scanner Darkly, il pense à quelque chose qui peut être de l'ordre du complet brouillé. L'individu, à un moment donné, pour échapper, et on le voit très bien dans la séquence avec la caméra de surveillance, pour échapper à la caméra de surveillance, aurait une infinité d'identités qui passeraient, de vêtements qui passeraient, et dans Substance Mort, de Philip K. Dick, ça s'appelle le complet brouillé. Ces techniques de brouiller les algorithmes de reconnaissance, si elles sont dans la fiction chez Philip K. Dick, apparaissent parfaitement, par exemple avec Adam Hervey, avec Sevi Diesel, ou encore Gregory Bakounov, c'est un russe, qui ont pensé, comme vous voyez sur les images, des maquillages propres à brouiller les caméras de reconnaissance, à empêcher le processus de biométrie. Sur les réseaux sociaux, bon, on connaît tous Anonymous, hein, qui reprennent le masque de V pour Vendetta, mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est chez Emmanuel Guez, le Facebook d'Emmanuel Guez, c'est une espèce de brouillage. Il a créé donc un Facebook Emmanuel Guez, il y a d'autres Emmanuel Guez, bien évidemment, mais comme il l'a fait sur Google, il y a très peu d'images. Je pense à un des rares à avoir réussi à trouver une image d'Emmanuel Guez sur les réseaux, et c'était une conférence que j'avais faite à l'époque, en 2014, à Aix, à la Fondation Vasarely, et je l'avais sorti en montrant que, bien évidemment, il y a toujours un talon d'Achille, mais effectivement, ce que montre parfaitement Emmanuel Guez dans son profil Facebook, c'est justement l'anonymation. Hein, comment ne plus exister sur les réseaux, s'effacer, ce qui est complètement repris dans Sense8 des sœurs Wachowski, dans un épisode de la saison 2 où un des personnages, pour exister, puisqu'il ne peut plus exister, puisqu'il est suivi, traqué, va mourir dans les réseaux sociaux, et en mourant dans les réseaux sociaux, meurt dans l'espace physique. Donc il y a tout un processus de résistance, de mise en critique, bien évidemment, de ce que peuvent être à un moment donné ces formes. Alors maintenant, pour finir, ce qui m'intéresse, c'est de développer une éthique du visage à l'ère des réseaux. Donc il me reste peu de temps, puisque ça fait déjà 26 minutes que je vous parle, et je n'avais qu'une vingtaine de minutes. J'aimerais terminer très simplement sur deux œuvres. La première que j'ai pu inviter, très heureux d'inviter Kyle MacDonald, donc pour le festival Access l'année dernière, c'était Access 16 sur Frontières et Territoires à Pau, pour Sharing Faces, donc vous voyez des photos, donc un projet qu'il a développé entre le Japon et la Corée, donc deux peuples qui ne se supportent pas, où il y a vraiment des tensions, et ce qui se produit, c'est que Kyle MacDonald d'un coup pense une œuvre, pour se saisir, je dois me voir par l'altérité. Et c'est ça qui devient intéressant. Je dois me voir par l'altérité, c'est-à-dire que tout simplement, je suis coréen, je me vois, je bouge devant ce qui me semble être un miroir, mais en fin de compte, les images qui sont saisies des autres par reconnaissance positionnelle ou de posture, d'un coup mon visage apparaît par la présence de l'autre. Je me suis dit que par altérité, on est déjà, donc on revient à Sartre, c'est-à-dire que autrui, c'est l'autre que moi, bien sûr, qui me permet cette médiation à moi. Et Kyle MacDonald, d'un coup, fait une œuvre très politique. À cette heure des renfermements des nationalismes, etc., on voit qu'il déclôture toute forme de frontière, et nous sommes d'abord un visage, mais ce visage, bien évidemment, est le visage de l'autre humanité. La deuxième œuvre que je vous présente, et donc je vous ai parlé de Sick, hein, fait avec Lucille Calmel, est une œuvre que j'ai développé, qui s'appelle Photomaton, donc qui a tourné dans le monde entier. Je suis à plus de 20 000 portraits d'individus qui ont été faits. C'est une œuvre donc générative et participative.
où les gens rentrent dans une cabine et qu'ils écrivent n'importe quel texte et ça fait leur visage. Et dès qu'ils font le cliché, ça rentre dans la communauté de tous les autres visages. À ce jour, je pense que c'est un des projets les plus totaux, puisque bon, il était de Vladivostok au Canada, en passant par les États-Unis, en passant par en Europe, beaucoup de pays, etc. Et de faire une communauté visage-langage. Et je suis très proche de George Agamben là-dessus. C'est-à-dire que c'est le plus bas degré ontologique de reconnaissance de l'être humain. Chaque personne a un visage et chaque personne a un langage. Et c'est par ce visage-langage, effectivement, que nous sommes reconnus dans notre humanité, quel que soit le langage, même si je ne le comprends pas, quel que soit le visage, même si c'est celui que nous présente à un moment donné David Lynch, effectivement, avec John Merrick, avec Elephant Man. C'est un visage, et c'est bien la problématique d'Elephant Man. Dans Photomaton, ce que je voulais viser, c'est une éthique politique de l'individu et de la frontière. C'est-à-dire comment ça passe en deçà de toute caractérisation, catégorisation. Il ne faut pas oublier que le mot catégorie vient de katagorein, accuser sur la place publique quelqu'un d'être ceci ou cela. Et là, d'un coup, chaque personne est un visage-langage. Et pour se trouver, puisque mes classements ne sont pas temporels, il doit traverser les autres visages-langages des galeries de Photomaton qui ont été créées. Donc voilà, à l'issue de cette conférence et de mon intervention, je pense qu'il est très important de dire que bon, à cette heure de l'art numérique qui devient de plus en plus esthétique, dont on voit très peu d'intérêt, où on est dans le ludique, et le ludique sans tension. Je crois qu'il y a un certain nombre de travaux, aussi bien d'un point de vue critique que d'un point de vue éthique, de l'ouverture de l'avenir, qui montrent que peut-être, par rapport à cette cybernétique, ce guidage de l'être humain, nous pouvons ouvrir des zones de politique de l'incommensurable, comme dit Jean-François Lyotard. Politique de l'incommensurable, c'est-à-dire rencontre de la singularité. Bien évidemment, les réseaux sociaux, leur analyse algorithmique, le big data, l'intelligence artificielle, tout ça sont des processus de maîtrise de l'individu. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que l'infinie rencontre se produit par là. Si je reprends pour finir l'œuvre Le tunnel de l'Atlantique de Maurice Benayoun, entre Paris, le musée d'art et métier, et Montréal, les hommes se rencontrent par le numérique. Ils voient un visage arriver. Je creuse dans le numérique, je vois un visage. Et c'est là un des enjeux peut-être majeurs. Ne pas en rester ni dans le rejet, et peut-être qu'il faudrait se reposer la question de ce que fait Emmanuel Guez, et Anonymous ou d'autres formes critiques qui refusent à un moment donné la question de l'intégration numérique. Ni dans la fascination, bien évidemment que l'emotional recognition, il faut le poser, évidemment que le problème de la reconstitution du visage par Google à partir de séquences très pixelisées, il faut poser la question de l'usage politique. Mais de l'autre côté, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que il y a une question de l'ouverture de l'infini, de la rencontre, d'un dispositif pulsionnel et affectif qui se produit dans le visage. Le visage est une infinité, et pour venir sur Catherine Cam et sur la question du visage, hein, telle qu'elle a eu à un moment donné avec les questions de Point Cloud dans son exposition au CDA, donc Centre des Arts d'Anguin. Nous sommes un ensemble infini de fragments avec des gravités, des apesanteurs, avec des mouvements stupéfiants aussi qui défient un certain nombre de lois d'affect et physique. Et il est évident que la question numérique actuellement sur l'ouverture du visage propose cela.
Je vous remercie de m'avoir entendu. Je ne serai pas là pour les réponses. J'espère que les quelques mots que j'ai pu vous dire vous ont intéressé.